Alors bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous, désormais périodique qu'on appelle les rencontres de l'IFPEC. Vous êtes, environ 3280 personnes à vous être inscrites à ce webinaire. Il y en a malheureusement plus de 650 en liste d'attente, donc en back office, on a toute une équipe qui vous permettra, de rentrer, enfin en tout cas les personnes qui sont en liste d'attente, qui ont des problèmes à rentrer, on pourra les aider. Je suis Jean-Michel Duret. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau ce soir le professeur Michel Skitokat. Je dis bien à nouveau car j'ai déjà eu l'occasion de vous accueillir dans le cadre du congrès de Canton-Mouet l'année dernière sur cette même thématique. Avant de vous présenter, je rappelle à nos auditeurs que ce webinaire se déroule en direct et pour une raison simple, c'est vous permettre de poser toutes vos questions à notre invité. Alors, je vous encourage vraiment à utiliser l'espace à votre disposition pour poser toutes vos questions. J'accéderai à ces questions et je les poserai en retour au professeur Skitokat pour qu'il puisse vous répondre. Si vous devez partir pour une raison ou pour une autre avant la fin de ce webinaire, eh bien, profitez-en pour poser votre question. Si on la traite, eh bien, vous pourrez la revoir dans le replay, puisque ce webinaire sera bien sûr, comme tous les autres, accessible à la fois sur le site internet de l'IFPEC, www.ifpec.org, ou sur la chaîne YouTube. Et de toute façon, toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir un lien pour accéder au replay. Alors, professeur Skitokat, vous êtes à la base docteur en médecine, vous êtes également neuropsychiatre, agrégé en psychiatrie, vous êtes également praticien, formateur et superviseur en somatic experiencing, dont vous allez nous parler ce soir. À l'issue de votre intervention, je vous poserai également quelques questions sur la formation à cette méthode que vous animerez fin juin prochain à Paris. Pour les personnes qui sont intéressées, eh bien, nous vous mettrons dès maintenant, je pense, un lien, un pavé qui vous permet de cliquer et d'avoir plus d'informations sur le contenu de cette formation. Oui, je voulais souligner également que vous avez assuré la supervision scientifique de la traduction des ouvrages de Peter Levine. Et en fait, je voudrais les montrer à nos auditeurs parce que ils sont vraiment très intéressants. C'est presque, ça a été longtemps des livres de chevet. Alors, le premier qui est paru, c'est Réveiller le tigre. C'est vraiment un best-seller mondial. Il est sorti aux États-Unis en 1997 et il a été seulement traduit grâce à vous en France et aux éditions Interéditions en 2013. Alors pour le deuxième livre aussi, dont vous avez assuré la préface avec, je crois, Gabor Maté, il y a deux préfaces dans cet ouvrage. Lui, il a été publié en 2010 aux États-Unis et traduit en français en 2014 et diffusé. Le troisième ouvrage, c'est Trauma et mémoire, qui là pour le coup ça a été beaucoup plus rapide puisqu'il est sorti en 2015 aux États-Unis et il a été traduit et publié en France en 2016, toujours chez Interéditions. Et il y a également un autre ouvrage, je vais arrêter le partage, voilà, c'est cet ouvrage-là, qui lui traite des traumas du développement et des traumas complexes. Donc, quatre livres vraiment très très intéressants. Alors, Monsieur Skitokat, vous connaissez donc bien Peter Levine. Est-ce que vous pourriez nous le présenter et nous dire ce qu'est vraiment la somatic experiencing et comment elle a été créée? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord de votre invitation, Jean-Michel. Et merci à toutes les personnes qui sont là, ce qui me permet de parler de ce qui me passionne, à savoir les concepts autour de la somatic experiencing et de son créateur, donc Peter Levine. Donc Peter Levine, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2003, je pense, à Zurich. Il était venu faire une conférence à la Société jungienne de psychanalyse à Zurich. Donc, est un psychologue éthologue américain qui est né en 1942, donc il a 80 ans cette année-ci. Il devient un octogénaire.
C'est un homme encore fort actif, donc qui donne un peu partout encore des conférences, qui publie des livres, qui réfléchit toujours à ce qu'il a créé, la somatic experiencing. Il donne des conférences encore en Europe, au Brésil, aux États-Unis, quand le Covid le permet, bien entendu, mais donc il est encore très actif. Donc au départ, il a fait des études de biologie médicale à l'université de Berkeley en Californie, et puis il a fait un doctorat en psychologie. Et il a expliqué dans son premier livre auquel vous avez fait allusion, Réveiller le tigre, guérir le traumatisme, comment il avait été amené un peu presque par hasard à transposer ce qu'il savait ou ce qu'il avait appris des modèles animaux du stress à la clinique humaine. Il l'a appris un peu à ses dépens, comme il l'explique de manière assez amusante, puisque quand il a voulu faire ça chez une jeune personne qui avait des attaques de panique, elle a déclenché une attaque de panique terrible, dont il a eu le plus de mal à s'en sortir. Mais il dit que c'est à partir de ça qu'il a eu cette intuition de cette méthode, et c'est de là aussi que vient le titre de son livre, Réveiller le tigre, parce qu'il avait eu l'idée assez farfelue à une personne qui était en pleine attaque de panique de lui dire « Regardez, il y a un tigre derrière vous », ce que je ne recommande pas et ce qu'il ne recommande pas non plus depuis. Mais il dit que c'est ça qui l'a remise en mouvement. Et tout d'un coup, il a vu qu'elle se remettait en mouvement, et donc c'est là qu'il a eu cette intuition de la notion très importante sur laquelle je vais revenir du figement et de la sortie du figement. Donc à partir de cette anecdote, de ces études, il a conçu progressivement depuis 40 ans, en gros depuis le début des années 80, avec quelques collaborateurs, bien sûr, il n'a pas tout créé tout seul, la somatic experiencing, qui est une méthode de résolution du traumatisme. Et son importance, ou en tout cas au moins à mes yeux son intérêt, c'est qu'elle donne une compréhension nouvelle et originale de ce qu'est la nature du traumatisme. Ce n'est pas une technique en plus pour traiter le traumatisme, mais c'est vraiment, ça propose en tout cas une compréhension de la nature du traumatisme sur laquelle, à partir de laquelle vous pouvez appliquer toutes les techniques ou toutes les méthodes que vous connaissez, qui vont des techniques les plus sensorimotrices, type le yoga, la danse, le massage, la biodanse, l'ostéopathie, jusqu'aux techniques les plus, je dirais, cognitives, de type analyse jungienne, etc. Donc, la compréhension de la nature du traumatisme vous permet ensuite d'appliquer les méthodes. Et donc, si vous avez ce fond commun, ça vous permet d'appliquer cette méthode de manière beaucoup plus adaptée, selon moi et selon ceux qui pensent que la somatic experiencing est intéressante. Alors, elle est fondée sur un modèle éthologique. Donc, au départ, Peter Levine n'est pas un psychologue, il a fait la biologie médicale et il étudie les modèles animaux du stress. Et c'est aussi un modèle évolutionniste et darwinien. Et il a été enrichi assez récemment par ce que certains connaissent, la théorie polyvagale des émotions, qui est un modèle neuroscientifique qui a été conçu par un collègue et ami d'ailleurs de Peter Levine qui s'appelle Stephen Porges. Et ce que je voudrais dire, c'est que malgré tous ces concepts qui paraissent assez ronflants et compliqués, c'est un modèle extrêmement simple. Et c'est ça qui fait son extraordinaire richesse et son efficience. C'est que c'est un modèle très simple, ou en tout cas qui peut être simplifié suffisamment que pour être compris pratiquement par tout le monde. Parce que je pense qu'une méthode thérapeutique, pour être efficiente, elle doit pouvoir être comprise simplement. Je dis toujours à mes étudiants que je me demande parfois si sa simplicité n'est pas un obstacle à sa diffusion plus large, parce que surtout dans nos contrées francophones, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais je pense qu'il y a là vraiment quelque chose d'innovateur, entre autres dans sa simplicité. Et si on devait le résumer, de manière bien sûr un peu caricaturale, mais c'est que le traumatisme, fondamentalement, c'est la réponse différée à un événement ou à une série d'événements qui ont menacé notre vie
et auxquelles nous n'avons pas pu répondre à l'époque par une action, qu'elle soit motrice, émotionnelle ou cognitive. Donc, c'est très simple. Le traumatisme, c'est une réponse différée à une situation antérieure à laquelle nous n'avons pas pu répondre, qui nous a submergés. Et rien que ça a des conséquences importantes. C'est que le traumatisme n'est en rien lié à l'événement qui nous est arrivé. Il est lié à la réponse à cet événement. Alors, je faisais un petit feedback sur ce que vous nous aviez dit. J'expliquais que, en fait, c'est une méthode de compréhension du traumatisme derrière laquelle on peut utiliser différents types d'outils. Vous en étiez à parler des enfants, en fait, de la réponse des enfants qui étaient submergés. Hein, vous parliez ce qui se passe quand on n'a pas pu agir dans les circonstances, par exemple un enfant face à un adulte. Ah, ok. Ok, ben je reprends là. Alors, désolé, je ne sais pas. Et donc, pour reprendre à cet endroit-là, quand nous n'avons pas pu agir, et comme je l'expliquais, les enfants sont souvent dans cette situation d'avoir très peu de possibilités d'agir par une réponse de fuite, de combat ou de négociation face à des difficultés, ils font ce que font tous les animaux dans le monde animal, c'est-à-dire qu'ils s'immobilisent et ils se figent. Et qu'alors leur action, et c'est l'action de figement, et ça c'est très important de comprendre, que le figement, c'est agir pour nous empêcher d'agir. Donc nous retournons notre capacité d'action, entre guillemets, contre nous-mêmes, pour nous immobiliser. Et donc c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, le cycle physiologique de la réponse à la menace, que j'explique souvent aux étudiants par la métaphore de la souris et du chat. Si vous êtes une souris et que vous entrez comme tout animal dans un environnement que vous ne connaissez pas, vous mettez tous vos sens en alerte pour d'abord vérifier que l'environnement est sécurisé. Et donc vous allez par exemple avoir un regard tubulaire qui vous permet de scanner votre environnement, mais aussi au niveau de l'ouïe, au niveau de tous vos sens. Si vos sens vous informent qu'il n'y a pas de danger, vous allez changer votre physiologie et vous allez entrer dans un état de sécurité. Par exemple, votre regard va complètement changer d'un regard de type défensif tubulaire en 2 dimensions. Vous allez avoir un regard en 3 dimensions de type exploratoire. Et plutôt que de chercher un chat, vous allez voir s'il n'y a pas une autre souris dans l'environnement ou un morceau de fromage. Et ce 2e état est géré par votre système parasympathique, qui est une des branches du système nerveux autonome, qui gère votre état quand vous êtes en sécurité. Si la souris, tout d'un coup, aperçoit un chat, elle va de nouveau modifier l'état de son système nerveux autonome, activer la branche dite sympathique de son système nerveux autonome pour se préparer à une réponse de fuite et d'attaque. Dans ce cas-ci, bien sûr, une réponse de fuite. Donc le sang va quitter le tube digestif pour aller vers les poumons, vers le cœur, vers le cerveau, vers les muscles pour permettre d'avoir une action de fuite efficiente. Si la souris a réussi à fuir, elle est entrée dans son trou de souris, elle va de nouveau désactiver son système sympathique puisqu'elle est en sécurité et revenir à son état antérieur qui est l'état de sécurité qui est géré par son système parasympathique. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et bien sûr, généralement, les chats courent plus vite que les souris, parce que sinon, l'espèce chat n'aurait pas survécu. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le chat va attraper la souris, juste avant, il va y avoir le phénomène de sidération, de figement qui va se produire. Brutalement, la souris va s'immobiliser et techniquement, c'est en réalité une des branches de son système parasympathique qui va venir verrouiller le système sympathique et l'immobiliser. Donc la métaphore qu'on donne souvent, c'est la métaphore d'une voiture où vous auriez enfoncé l'accélérateur à fond et tout d'un coup vous tirez le frein à main. Donc le véhicule est immobilisé mais n'est pas du tout au repos. Ce n'est pas une voiture qui est arrêtée, c'est une voiture qui fonctionne avec un moteur qui tourne à fond et le frein à main qui est tiré. C'est la réaction que nous avons tous
dans toutes les circonstances. Par exemple, si vous imaginez que vous êtes entouré par des malfrats qui veulent votre portefeuille, au début, vous allez un peu vous débattre et puis vous allez vous immobiliser. Si vous êtes en train de vous noyer, au début, vous allez vous débattre et puis vous allez vous immobiliser parce que vous débattre utilise beaucoup d'oxygène et diminue vos chances de survie. Donc, c'est juste pour vous montrer que la réaction d'immobilisation augmente vos chances de survie quand vous l'utilisez à bon escient. Et si le chat décide de ne pas manger la souris, je dis toujours que l'évolution n'a pas été assez stupide que pour créer un mécanisme qui fait que la souris serait immobilisée ou figée 40 ans après que le chat soit parti. Donc dès que l'organisme de la souris s'aperçoit que le danger est passé, elle se remet en action. Et de nouveau, un peu pour revenir à la métaphore de la voiture, c'est comme si elle levait le frein à main et vous avez la voiture se remet en mouvement. De manière assez brutale et désordonnée. Et peut-être vous l'avez déjà vu chez les animaux, tout se passe comme si la souris fouillait ou attaquait un chat qui n'est plus là. Je dis toujours, le chat s'en fout complètement, mais la souris, ça lui permet de remettre ses compteurs à zéro. Et en même temps, aucune souris n'est assez bête pour attaquer le chat quand il est là, mais quand il n'est plus là, elle le met en morceaux. Et donc, ça, c'est très important de comprendre aussi, parce que souvent, les gens vous disent, oui, mais à quoi ça sert de venir retravailler un événement qui s'est fini? Ça sert pour vous, bien sûr, ça ne change pas l'événement, mais ça vous permet à vous de remettre les compteurs à zéro, puisqu'en réalité, ce qui vous perturbe, ce n'est pas ce qui vous est arrivé, mais la trace que ça a laissée. Et c'est là qu'est apparue l'intuition de Peter Levine, c'est de dire que dans le fond, l'être humain, sapiens sapiens, est le seul animal dans l'univers qui ne sort pas du figement par une réponse motrice qui suit directement le figement. Et l'exemple classique que je donne, c'est si vous êtes dans votre véhicule à un feu rouge, vous êtes en train de penser à vos vacances, et il y a quelqu'un derrière vous qui lui était en train de téléphoner, qui ne s'aperçoit pas qu'il y a un feu rouge et qui vous rentre dedans. Pour vous, c'est comme une agression pour votre système nerveux autonome. Et donc, directement, vous allez avoir le cycle de réponse à la menace, c'est-à-dire vous allez avoir une réaction d'arrêt, un début de réaction d'orientation vers la menace et un figement. Et vous allez en particulier figer ce qu'on appelle la tour de contrôle, et on y reviendra sur l'importance de la nuque dans le traumatisme, parce que c'est le premier endroit que nous figeons. Et donc, nous figeons cet endroit-là, nous figeons tout notre corps, et puis, heureusement, les voitures sont relativement solides actuellement. Donc, il se peut que vous ne soyez pas du tout blessé. Et donc, vous sortez du figement et vous sortez de votre voiture. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne tournez pas autour de la voiture avec un marteau pour la casser, comme le ferait une petite souris si elle était avec un chat. Vous faites un constat. Mais ce constat ne vous permet pas de vous libérer de cette énergie que vous avez stockée au moment de l'agression. Et vous développez ce qu'on appelle un whiplash syndrome, c'est-à-dire le coup du lapin, qui est un figement prolongé au-delà de la période nécessaire de votre tour de contrôle. Et donc, Peter Levine dit que le problème de l'être humain, c'est qu'il stocke le figement qui lui a été utile au-delà de la période où il a été utile et nécessaire. Est-ce qu'on pourrait passer vous savez, le PowerPoint que vous aviez fait là, parce que je trouve que ça explique vraiment ça illustre très clairement. Ok, avec plaisir. Donc. Alors, je vous le partage. Voilà, donc c'est le modèle dont j'ai parlé, que j'ai un peu évoqué de Porges sur le fonctionnement du système nerveux autonome. Et donc vous voyez au départ que quand nous sommes en sécurité, notre tonus parasympathique est élevé, notre tonus orthosympathique est bas. Lorsqu'il y a un danger, la petite souris s'est aperçue qu'un chat est dans la pièce, elle active son système orthosympathique pour faire face au danger et elle désactive bien sûr son système parasympathique parce que dans la conception usuelle du fonctionnement du système nerveux autonome, les deux branches fonctionnent de manière opposée.
Quand l'une est élevée, l'autre est basse. Vous comprenez que quand vous poussez sur l'accélérateur, normalement, vous levez le frein. La suivante vous montre que cette activation du système orthosympathique vous permet d'avoir ce qu'on appelle une réponse motrice différenciée, qui est généralement la fuite et l'attaque, qui vous permet, dans le meilleur des cas, pour la souris, de s'enfuir dans le trou de souris, de sortir du danger. Et quand le danger est terminé, elle réactive son système parasympathique et elle désactive son système orthosympathique et elle revient à l'état antérieur. La diapositive suivante vous montre, le PowerPoint suivant vous montre qu'est-ce qui se passe quand le figement se produit. Et là, la notion de seuil est extrêmement importante. À un moment, l'organisme s'aperçoit que la réponse de fuite ou de combat ne va pas l'aider. Et donc, à ce niveau-là de seuil, il va déclencher le processus de figement qui, techniquement, est lié au fait qu'une des branches du système parasympathique vient verrouiller le système orthosympathique. C'est ce qu'on appelle la branche dorsale, selon Porges. La branche ventrale, elle continue à vivre sa vie, pour le dire simplement. Et bien sûr, à l'arrêt du danger, comme je l'ai dit, il serait stupide de rester figé quand le danger est passé. Donc vous allez avoir une levée du frein parasympathique et ce qu'on appelle une réponse motrice indifférenciée. C'est ce que je vous ai dit, la souris a l'air de fuir et d'attaquer un chat qui n'est plus là. Dans la réponse motrice différenciée, par exemple, si le chat entre par une porte, la souris va fuir par la fenêtre. Dans la réponse motrice indifférenciée, comme le chat n'est plus là, c'est un état d'agitation qui n'est plus orienté, mais qui permet à la souris de revenir à l'état antérieur. La diapositive suivante vous montre qu'est-ce qui se passe selon Peter Levine chez l'être humain. Vu que l'être humain ne décharge pas entièrement l'énergie qu'il a stockée au moment du figement, il la stocke à l'intérieur de lui. C'est une idée qui était déjà ancienne et on y reviendra peut-être, mais Reich avait déjà eu cette idée il y a très longtemps du fait de stocker dans ce qu'il appelait les cuirasses caractérielles, les carapaces, cette énergie qui n'a pas été dépensée au moment de l'événement. Et donc l'idée de Reich, qui a déjà une centaine d'années, c'est qu'il fallait aller essayer de casser ça et d'augmenter la pression dans le système pour lever ce frein que l'être humain continue à mettre. Le problème, c'est qu'on a montré, les études suggèrent actuellement, que ça peut marcher lorsque le traumatisme n'est pas trop important, mais que quand le traumatisme est trop important et que le verrouillement est trop important, ce qui se passe, c'est qu'au contraire, vous fragmentez le client. Et donc, un de mes formateurs disait par exemple qu'il avait travaillé dans un centre où il y avait beaucoup de gens qui avaient fait de la thérapie de type bioénergie, où on faisait hurler les gens, crier, montrer leur colère, etc. Et donc, ces personnes, après avoir fait ce type d'exercice, avaient apparemment un état zen important. Mais quand on les écoutait, on s'apercevait que beaucoup d'entre eux avaient des manifestations psychosomatiques de type, par exemple, côlon irritable, ou de type allergie, ou de type asthme, ou de type fibromyalgie, ou fatigue chronique. Parce que quand un système, vous le mettez trop sous pression et qu'il ne peut pas décharger, il fragmente et il va mettre l'énergie. Au début, il la met dans la carapace musculaire. Si vous êtes stressé, le premier endroit où vous allez mettre votre stress, c'est dans les muscles. Mais si la carapace musculaire est dépassée, vous allez après la mettre dans le tube digestif, vous allez faire des côlons irritables, ou dans les poumons, vous allez faire dans les bronches de l'asthme, ou vous allez le mettre ailleurs. Donc cette idée qui est ancienne était juste, mais a amené finalement à des problèmes thérapeutiques. Et donc la diapositive suivante vous montre que Peter Levine a proposé de faire quelque chose de tout à fait différent. Il a dit, plutôt que d'essayer de passer en force et de casser la cuirasse, il faut faire ce qu'on appelle le processus de titration, c'est-à-dire qu'il faut découper l'énergie que le client a stockée en suffisamment petits morceaux pour que sur chaque petit morceau, il puisse y avoir une sortie du figement,
non plus par une réponse motrice indifférenciée, mais par une réponse motrice différenciée. Et pour ça, il a proposé une deuxième technique qui est ce qu'il appelle la ressource, c'est-à-dire d'ajouter dans le répertoire de la personne des éléments qui n'étaient pas présents au moment de l'événement, mais que vous pouvez ajouter maintenant, et qui, lorsqu'ils sont ajoutés au processus de titration, la diapositive suivante, vous permet de nouveau la sortie du figement par une réponse motrice différenciée. Et que vous comprenez que comme ça, que de fil en aiguille, de morceau en morceau, vous pouvez amener une personne à sortir du figement de trop nombreuses années après que l'événement se soit produit. Et donc, peut-être ça vous paraît un peu abscon, mais je vais vous donner un exemple plus précis, qui est l'exemple que je donne aux étudiants dans l'introduction. Donc, imaginez qu'une personne vienne vous voir parce qu'elle a des difficultés sexuelles liées au fait qu'elle dit avoir été abusée ou qu'elle aurait été abusée par son grand-père. J'invente un exemple comme ça. Et donc, c'est vrai que la vue d'un homme, surtout dans l'intimité, crée pour elle une remémoration de ce qui s'est passé dans le passé et crée le mécanisme de figement, qui n'est plus lié à un danger actuel, mais à un danger passé, mais qui n'a pas été achevé. Et donc la somatic experiencing, comme pratiquement toutes les thérapies efficaces du traumatisme, est une thérapie d'exposition, mais une thérapie d'exposition très particulière, où il ne s'agit jamais de revivre ce qui m'est arrivé. Parce que si je revis ce qui m'est arrivé, je me retraumatise, mais de renégocier ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire de le vivre actuellement de manière totalement différente. Et donc je vais dire à la personne pour titrer, elle m'a expliqué brièvement ce qui lui était arrivé avec son grand-père, si je lui fais revivre tout ce qu'elle a vécu, je la refige immédiatement. Mais si d'abord je l'oriente ici dans le moment présent, je lui dis on est le 15 février 2022 à 21h41 et vous êtes ici dans mon cabinet. Et où je crée cet ancrage dans le présent. Et que je lui dis de cet endroit où vous êtes maintenant en lien avec moi, vous prenez le premier moment, l'image du premier moment où vous êtes senti en insécurité. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant chez la femme adulte qui est ici en 2022 avec moi quand elle voit ce premier moment. Et elle va me dire, par exemple, le premier moment, c'est au moment où mes parents disaient au revoir à mon grand-père à la porte de sortie. Et moi, j'étais au-dessus des escaliers. Et je vais lui dire, et quand vous voyez ce premier moment, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Et si je suis en dessous du seuil, la personne va me dire, ah ben ici et maintenant en sécurité avec vous, c'est curieux, je sens comme des mouvements dans mes jambes et je vois une image où je me vois courir et sauter dans les bras de mes parents. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez créé les conditions de sécurité qui ont permis un premier défigement. La petite fille, en réalité, s'était figée, mais la femme adulte, qui avait gardé ce figement à l'intérieur d'elle 40 ans après, commence à se défiger parce qu'elle est dans les conditions du défigement et une réponse de fuite apparaît. Et vous lui dites, OK, et maintenant, quel est par exemple le deuxième moment où vous êtes senti en insécurité? Et la personne va dire, ben, c'est après que mes grands-parents, mon grand-père ait dit au revoir à mes parents, et que mon grand-père montait les escaliers. Et de nouveau, vous allez lui dire, immobilisez ce mouvement, immobilisez ce moment, cette image. Et de nouveau, c'est une manière de titrer, c'est-à-dire de prendre un petit morceau du problème et du figement et de l'activation. Et vous allez lui dire, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Et la personne va dire, par exemple, ah, je m'immobilise complètement, je me fige. Parce que même 40 ans après, le figement réapparaît. Et donc, vous allez utiliser la deuxième technique que propose
Peter Levin, c'est-à-dire vous allez proposer une ressource, c'est-à-dire d'ajouter dans la ressource, dans l'événement maintenant, quelque chose qui n'y était pas et qui, s'il y avait été ou qui s'il y est maintenant, va lui permettre d'être en dessous du seuil. Et techniquement, dans le cadre d'un abus d'un parent, d'un adulte sur un enfant, vous avez toujours besoin d'un allié protecteur adulte. Un enfant ne peut pas sortir du figement face à un adulte s'il n'a pas un protecteur. Et vous allez lui dire, par exemple, si tout était possible, qui est-ce que vous auriez aimé qu'il soit là pour vous protéger quand cette situation se produisait? Et la personne va dire, par exemple, ah, si mon oncle avait été là, ça ne se serait pas passé. Et vous allez lui proposer de dire, et donc imaginez qu'ici et maintenant, vous ajoutez dans cette séquence, dans cette image, l'image de votre oncle, qu'est-ce qui se passe? Et curieusement, la personne va dire, ah, mais si mon oncle était là, alors je dirais stop à mon grand-père. Et techniquement, qu'est-ce que vous avez fait? En créant de nouveau les conditions de sécurité, vous avez permis à la patiente d'être en dessous du seuil de figement et d'avoir une réponse de combat. Et donc, ce petit exemple théorique vous montre que de fil en aiguille, vous pouvez, par ce mécanisme d'orientation, titration, ressources, petit à petit sortir tranquillement les personnes du figement et faire que cet événement soit à la place où il doit être, c'est-à-dire dans le passé, et plus dans le présent et dans le futur. Donc vous pouvez... Oui. Ça fait penser au scénario réparateur de Pierre Janet aussi. Certainement, Pierre Janet est une grande ressource de Peter Levin. Et Peter Levin, quand il vient à Paris, il va toujours aller au Collège de France pour consulter les papiers qu'avait écrit Pierre Janet qui sont collectés là. Donc Pierre Janet avait très bien compris il y a déjà plus de 100 ans qu'il fallait renégocier ce qui s'était passé par le triomphe. Mais peut-être il ne l'avait pas, d'abord il ne connaissait pas le système nerveux autonome comme nous le connaissons maintenant, et peut-être il travaillait surtout chez des personnes extrêmement traumatisées, et peut-être que toutes ces méthodes autour de la titration, de l'orientation, de la ressource, et de l'utilisation de tout ce que nous donne actuellement la compréhension de ce qu'est le système nerveux autonome n'était pas à sa disposition. Et donc c'est vrai que quelque part c'est inspiré de ce que Pierre Janet avait proposé. Pierre Janet qui est un contemporain de Freud. Oui. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'aussi bien lui que Freud au départ avait considéré que la plupart des troubles psychologiques étaient liés à des traumatismes réels. Et que malheureusement, après, peut-être malheureusement de notre point de vue, en tout cas, Freud a quitté ce point de vue et a perdu du coup la notion du traumatisme réel. Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a création d'un lien thérapeutique très fort pour que la personne se sente en sécurité, avec une réorientation dans le présent. Oui. Et après, vous lui faites revivre petit bout par petit bout, sans aller tout de suite vers ce qu'il y a de pire. Donc c'est ça, la titration, c'est découper le traumatisme en petits morceaux, suffisamment petits pour être assimilables. Oui. Si ça ne peut pas être digéré tout de suite, il y a le travail de ressourcement. Vous apportez des ressources pour que du coup, avec l'allié, comme vous le disiez, ou avec d'autres ressources, la personne soit capable d'absorber le petit morceau. Oui. Et ensuite, vous répétez ça encore et encore, jusqu'au moment où le trauma est traité. C'est ça, ça c'est l'idée. Donc l'idée, à partir du moment où vous comprenez que le traumatisme est lié à un figement qui est présent au-delà de la période nécessaire, vous comprenez que la résolution du traumatisme, c'est simplement de mettre en place les conditions pour que le sujet et sa physiologie comprennent que le danger est passé. C'est ça fondamentalement. Quelque part, ça a l'air un peu caricatural et simple, mais c'est exactement ça. C'est voir que le chat est parti. Et quand le client, quel que soit le type de chat, voit que le chat est parti, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire parce que nous sommes programmés instinctuellement pour sortir du figement quand le chat est parti.
Et donc toute la méthode et la compréhension vient du fait que nous devons simplement mettre en place les conditions pour qu'un processus naturel se produise. Et bien sûr, ici, dans un but pédagogique, je le mets de manière comme vous l'avez expliqué. Mais en réalité, si je mets en place les conditions de sécurité de différentes manières, je vais observer le défigement. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à soutenir ce qui est là en germe quelque part. Et c'est ça, je trouve, la beauté de la méthode. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il y a surtout à observer, comprendre que pratiquement tous les problèmes que nous croyons avoir sont liés en réalité à un danger qui est passé et que nous croyons toujours présent. Et qu'une fois que nous avons vu ça, le thérapeute n'a plus grand-chose à faire. Le processus se déroule de lui-même. Alors, la dernière fois, vous aviez parlé de la mythologie, de la physiologie, et j'avais envie de vous demander comment est-ce que, d'un côté, la mythologie et la physiologie ont servi de base pour obtenir des résultats sur les traumas simples. Oui, les petites explications que je vous ai données, donc la physiologie permet de comprendre quelles sont les conditions que nous devons mettre en place pour que le client sorte du figement. Donc c'est la question du comment. Et ça, par exemple, une bonne compréhension du modèle de Porges, de ce que sont les différentes branches du système parasympathique, comment est-ce qu'on peut titrer, ressourcer, sont très utiles. Maintenant, la mythologie nous aide à nous montrer que, in fine, pourquoi le client sort du figement nous échappe complètement. Nous n'avons pas de prise là-dessus. Nous pouvons mettre en place les conditions du défigement, mais le moment où le client va se défiger et pourquoi il se défige, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du mystère de la vie, de l'instinct de vie qui est là toujours chez le client, de ce que le poète Paul Éluard avait appelé le dur désir de durer. Nous sommes porteurs de ça à l'intérieur de nous, et nous ne pouvons qu'honorer ce désir et mettre en place les conditions pour qu'il puisse se produire. Et donc ça nous rend un petit peu humbles. Nous ne sommes pas les gens qui guérissons, nous sommes les gens qui supportons un processus d'auto-guérison. Et je dis, c'est assez courant en médecine, aucun chirurgien ne croit que c'est le plâtre qui met autour du bras qui répare l'os. Il met en place les conditions pour qu'un os qui est fait pour se réparer se répare. Et en psychologie du trauma, c'est la même chose. Nous ne résolvons jamais les traumas des gens. Nous mettons en place les conditions pour que eux puissent résoudre leurs traumas, en sachant qu'ils sont programmés pour le résoudre une fois qu'on met ces conditions en place. Et notre valeur ajoutée, c'est vraiment de savoir ça. J'en profite pour vous poser également une question sur les traumas complexes de Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'il en est des traumas complexes et développementaux où les traumas sont multiples, répétés depuis très jeune par une figure d'attachement? Oui, une très bonne question. En gros, donc, il y a deux types de traumatismes. De nouveau, pour être pédagogique, il y a les traumatismes qu'on appellerait ponctuels. C'est-à-dire que notre vie a été mise en danger par un élément extérieur, que ce soit un agresseur, un chirurgien, une noyade, une catastrophe naturelle. C'est un agent extérieur qui a mis notre vie en danger. Et nous sommes figés, et le défigement va essentiellement être à ce moment-là de type sensorimoteur, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué avec l'exemple de madame, nous allons avoir une réponse de motrice, de fuite et de combat pour échapper à la situation. Dans les traumas d'attachement, le problème est totalement différent. Le risque de mort, il est aussi présent, et c'est celui qui crée le figement. Mais ce risque de mort n'est pas lié à une agression extérieure, c'est lié à la peur de la rupture du lien d'attachement, qui pour un enfant est aussi mortelle qu'une agression extérieure. Donc, de manière de nouveau un peu caricaturale, mais si une maman dit à son enfant qui veut attacher ses souliers, ses lacets lui-même, si tu le fais et tu m'empêches que ce soit moi qui le fasse, je ne t'aimerai plus, pour lui c'est une menace mortelle.
Et donc, il va se figer. Le problème, c'est que la réponse sensorimotrice n'est pas utile à ce moment-là. Hein, vous ne pouvez pas fuir et attaquer par rapport à une menace de ce type-là. Et donc là, la réponse est de type émotionnel, elle est de type je proteste, je ne suis pas d'accord, qui permet à ce moment-là de modifier les conditions que nous avons créées autour du figement. Et donc là, nous allons essayer non pas de chercher une réponse de fuite et d'attaque, enfin, nous n'allons pas soutenir une réponse de fuite et d'attaque, nous allons soutenir une réponse émotionnelle qui est le cycle de réponse à une menace de ce type-là. Quand un enfant est menacé d'une rupture d'attachement, la première chose qu'il fait, c'est protester. Et puis il se met en rage, et puis il se fige. Et donc, si nous recréons de nouveau par une méthode d'exposition cette situation, nous allons refaire le schéma dans l'autre sens. Et souvent, vous voyez la personne qui d'abord sent une émotion de rage, mais qui lui fait très peur. Nous allons normaliser cette réponse de rage qui lui fait très peur parce que, paradoxalement, elle menace encore plus le lien d'attachement. Hein, si vous êtes furieux que votre maman vous empêche de lasser vos souliers et que votre rage vous amène à imaginer que vous la tuez, vous aggravez la situation. Mais une fois que vous avez permis l'expression de cette colère dans le monde imaginaire, apparaît alors la réponse de protestation. Je ne suis pas d'accord. Qui à ce moment-là permet à la personne d'exister et de re-rentrer en contact avec l'autre dans le cadre d'une négociation. Qui est finalement le développement, c'est passer d'une réponse où je suis uniquement dans le figement, la fuite et l'attaque, à des réponses de type négociation. Et il faut savoir que c'est énorme. Hein. Je travaillais récemment avec une personne qui venait avec comme problème un trauma de développement, mais qui se manifeste par le fait qu'elle a des difficultés au niveau de son couple à exprimer son point de vue et à négocier une solution qui convient aux deux. Et donc, on retravaillait cette situation et je lui propose d'expliquer ce qui se passe. Et voilà, elle dit on n'est pas d'accord. Et je me mets en colère et je vois que ça ne sert à rien. Et elle me montre et je me mets en colère. Et quand elle fait ce mouvement-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une petite fille bloquée. Et effectivement, elle m'explique qu'elle a un père autoritaire et que jamais elle n'a pu enfant donner son point de vue. Et donc, vous avez ce figement dans le cadre d'un trauma du développement. Lorsque vous travaillez avec un allié protecteur, etc., des ressources, vous avez le défigement qui apparaît et la personne, par exemple, avec l'allié protecteur, peut avoir ce mouvement de dire stop à son père et stop à son mari. Ça, vous êtes dans la réponse motrice. Mais vous n'avez pas la réponse émotionnelle. Et la réponse émotionnelle, qui est liée à la psychodynamique, fait que quand elle dit stop, en même temps, elle n'a pas l'air trop convaincue de ce qu'elle dit. Et elle dit d'ailleurs, je parviens parfois à dire à mon mari stop, mais ça n'amène pas de résultat. Et quand elle continue à faire ce travail, tout d'un coup, je vois qu'elle lève le menton et elle dit quelque chose comme je proteste. Je ne suis pas d'accord que tu me fasses ça. Ce qui est très différent de la réponse motrice. Et du coup, vous avez cette attitude qui est une attitude de je ne suis pas d'accord, je proteste. Et je lui dis, mais quels seraient les mots que vous mettriez sur cette protestation? Et elle dit, ce n'est pas bien de crier sur les plus petits que soi. Ce qui est vrai. Mais c'est énorme pour un enfant. C'est très différent de faire une réponse motrice parce que là, on entre dans quelque chose de l'ordre de sa légitimité. Et elle me dit, mais c'est énorme, parce que je me rends compte que même quand je lui disais stop, quelque part, je me disais, c'est lui qui a raison. C'est moi qui ai tort de rouspéter. Tandis que quand je suis dans cette posture et que j'ai protesté, je me dis, mais dans le fond, c'est lui qui est illégitime. Et ça change complètement, et c'est lié à quelque chose qui est de l'ordre de la psychodynamique, qui est très bien expliqué par Larry Heller dans son livre sur les traumas du développement, c'est qu'un enfant ne peut pas se croire une bonne personne dans une mauvaise situation. C'est trop dangereux pour lui. Donc nécessairement, si l'environnement n'est pas à la hauteur,
Ce serait trop dangereux pour l'enfant de se dire « Ah, flûte, alors je suis tombé dans un mauvais environnement ». Il vaut mieux qu'il pense que c'est lui qui a un problème. Le problème, c'est qu'il continue à croire ça 40 ans après, et que même dans une discussion où une partie de lui dit « j'ai raison », il y a une partie de lui qui dit « j'ai tort » dans le fond, et c'est l'autre qui a raison. Et quand vous remettez par cette phase de protestation en question cette croyance, vous avez un changement complet qui est de type émotionnel à ce moment-là. Et donc, vous pouvez voir la différence entre les traumatismes ponctuels, où la réponse est sensorimotrice, les traumatismes d'attachement, où la réponse est émotionnelle et amène à une modification des cognitions et des croyances que nous avons sur nous et sur le monde. En sachant bien sûr que quand, dans la pratique, nous avons toujours des personnes qui ont les deux, à la fois des traumas ponctuels et des traumas de développement. Et c'est bien sûr dans le cours de la thérapie que nous allons nous dire, tiens, est-ce qu'on va plutôt soutenir la réponse émotionnelle ou plutôt soutenir la réponse sensorimotrice? Ça dépend au cas par cas de comment ça se passe. Claire vous demande si la somatic experiencing est utilisable si les personnes n'ont pas de souvenir de l'événement ayant créé le trauma. Oui, il y a pas. C'est même là qu'elle est la plus efficace. Ici, bien sûr que pour des raisons pédagogiques, je donne des exemples où la personne se souvient très bien de ce qui lui est arrivé, ou en tout cas croit se souvenir. Mais comme disait un des formateurs aussi de Peter Levine, le corps se souvient. Rappelez-vous que le traumatisme est lié à la trace que ça a laissée. Et la trace, elle est une trace au niveau, à tous les niveaux en réalité. C'est une trace cognitive, mais c'est aussi une trace sensorimotrice. Et donc, vous pouvez voir au niveau du corps du sujet le figement. Donc, il y a des gens, manifestement, qui se promènent figés. Et donc, vous pouvez travailler uniquement au niveau de la trace sensorimotrice. Et le symptôme, quelque part, nous amène au figement. Et je donne souvent aux étudiants l'exemple d'un étudiant qui avait comme symptôme qu'il faisait comme ça pendant la nuit. Et bon, lui, ça ne l'énervait pas tellement, mais ça énervait fort son épouse. Et donc, il dit, je ne sais pas pourquoi j'ai développé ces temps-ci ce symptôme. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'avait aucune idée d'où ça venait. Et donc, je dis, on va titrer, ressourcer. Donc, on va faire une fois. Et je vais ressourcer en mettant ma main sur votre épaule. Parce que c'est une ressource physique. Hein. Le figement de la gorge, c'est une constriction de la gorge. Si vous devez déconstricter la gorge, vous devez la déconstricter en passant par les épaules et les mains, énergétiquement. Et donc, si vous mettez un soutien au niveau des épaules, mécaniquement, vous soulagez la gorge. Et donc, je lui dis, faites une fois, et je vais, si vous êtes d'accord, mettre ma main sur votre épaule et voir ce qui se passe. Et il fait ça une fois, deux fois, trois fois, il ne se passe rien. Et à la quatrième fois, il dit, oh, mais ça, c'est incroyable. Je viens d'avoir une image que j'avais complètement oubliée, que quand j'étais enfant sur un marché, j'ai volé un fruit, je crois une cerise, et je l'ai avalée, et elle s'est calée dans ma gorge au moment où le vendeur se retournait. J'ai vraiment cru que j'allais mourir parce que j'étais en train d'étouffer, je n'osais pas cracher le bonbon ou la cerise. Et je me suis figé. Et donc, vous voyez que le corps se souvient très bien, même si la personne ne s'en souvient absolument pas. Et donc, c'est quelque chose que nous pouvons voir à tous les moments. Le corps, par exemple, on va y arriver un tout petit peu, la nuque. La manière dont vous tenez votre nuque est liée à vos figements. Il y a des gens qui ont des personnes qui sont soumises, qui sont à un niveau égal, ou qui ont un air de supériorité. Et ça se joue exactement à cet endroit-là. Et c'est créé par votre histoire. Je dis toujours aux étudiants, n'allez pas demander une augmentation à votre patron en le regardant comme ça, parce que vous avez peu de chances de l'obtenir. Mais quand vous travaillez avec les personnes, vous voyez les défigements se produire. C'est très intéressant. Vous n'avez pas besoin de l'histoire. Et rappelez-vous d'ailleurs qu'avant 2-3 ans, vous n'avez aucune histoire de vos traumatismes, puisqu'il n'y a pas d'inscription possible à un niveau cognitif de ce qui vous est arrivé comme traumatisme avant 2-3 ans.
Donc, vous pouvez travailler tout ce type de traumatisme uniquement en suivant le sensorimoteur qui, à ce moment-là, vous amène à la physiologie et vous amène à des images et à des cognitions et à des pensées. D'accord, donc ce que vous dites, c'est qu'une des clés essentielles pour libérer les traumas, c'est la remise en mouvement, que ce soit physique, émotionnel ou cognitif. C'est ça. En réalité, vous remettez en mouvement la physiologie du figement. Et quand vous avez un figement, c'est toujours aux 5 niveaux. Hein. C'est ce qu'on appelle en Somatic Experiencing le modèle du SIBAM, S-I-B-A-M. Toute expérience humaine a toujours 5 facettes, dont vous n'êtes pas conscient, mais elles sont toujours là. Toute expérience humaine s'accompagne d'une sensation, d'une image, d'un mouvement, d'une émotion et d'une pensée. Vous ne pouvez pas échapper à ces 5 facettes. Par exemple, si vous avez une pensée, on avait travaillé par exemple une croyance que la personne avait, tous les hommes sont des obsédés sexuels. Vous avez cette pensée. Si vous y êtes attentif, vous verrez qu'il y a une image qui est associée à ça, qu'il y a une émotion qui est associée à ça, qu'il y a une sensation qui est associée à ça, qu'il y a un mouvement qui est associé à ça, nécessairement. Si vous avez ce mouvement de serrer le poing, vous pouvez voir, si vous y êtes attentif, qu'il y a une image qui est associée à ça, il y a une pensée qui est associée à ça, il y a un mouvement, bien sûr, qui est associé à ça, il y a une sensation. Et donc, ces 5 éléments du CIBAM, ces 5 éléments de l'expérience sont toujours présents, et quand vous figez les 5. Et quand vous défigez, c'est important de défiger les 5 aussi, parce que si, par exemple, vous défigez uniquement au niveau sensorimoteur, et vous aidez la personne, comme je dis, à faire ce mouvement de dire stop, mais que vous ne défigez pas la croyance qui est avec, que quelque part ce n'est pas légitime ce que je fais, le figement va facilement revenir. Mais si vous défigez aussi la croyance et l'émotion qui est liée à ça, à ce moment-là, le défigement, on peut l'espérer, est définitivement réalisé. Il y a Marilyn qui revient sur l'exemple que vous donniez tout à l'heure par rapport à la personne qui aurait été abusée par son grand-père. Elle demande jusqu'où est-ce qu'on va dans le traitement du traumatisme. Est-ce qu'il faut aller faire revivre l'entièreté du souvenir au final ou pas? En Somatic Experiencing, on dit toujours qu'il ne faut rien. Parce qu'il faut, c'est comme si c'était lié à quelque chose d'extérieur. Hein. Non, il se passe des choses. Le client ne demande qu'à se défiger. Nous soutenons ce défigement. Et bien sûr, c'est le client qui choisit. On n'a pas de figomètre en réalité. Donc, tant que le client a le symptôme ou a le sentiment que le problème persiste, on va continuer le défigement. Mais on n'a pas d'idée préconçue de se dire qu'il faut défiger jusqu'à tel et tel point. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup de traumatismes et qu'on n'a qu'un seul système nerveux. Et donc le système nerveux, il fait une pelote de tous nos traumatismes, et quand on tire une pelote, ben, vous tirez un fil, vous tirez un autre, etc. Et donc, ça dépend aussi du type de traumatisme. Si vous avez un traumatisme ponctuel, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler pour les conducteurs de tram de la société bruxelloise de tram. Ce sont des traumatismes très particuliers parce qu'ils conduisent les trams et malheureusement, parfois, des gens se jettent sous les trams ou se suicident ou il y a des accidents. Et c'est un traumatisme extrêmement violent. Parce que la personne, en réalité, est absolument en sécurité dans son tram, mais elle vit une situation extrêmement violente. Et donc, ça crée des figements très importants. Et les personnes qui sont venues me voir pour ça, bien sûr, elles ne sont pas venues pour faire une thérapie. Elles sont venues me voir parce qu'elles ne pouvaient plus monter et conduire leur tram. Et leur objectif était de pouvoir remonter dans un tram. Et donc là, on a un objectif précis qui est de dire la personne souhaite pouvoir reconduire son tram. Et donc là, on va faire 5 à 6 séances jusqu'à ce que la personne puisse de nouveau conduire son tram. C'est très différent de quelqu'un qui vient avec un traumatisme du développement. Là,
il faudra peut-être plusieurs mois, ou jusqu'où est-ce qu'elle veut aller dans son traumatisme, et quel est son investissement. On va s'adapter à la personne et à ses besoins, à ses demandes et à ce qu'elle souhaite. Je dis toujours qu'il y a des personnes, il faudra peut-être, sont tellement traumatisées que pour les défiger complètement, il faudra plusieurs vies. Mais ce n'est pas important, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que chaque fois que vous vous défigez, vous remettez en circulation l'énergie que vous avez bloquée à l'intérieur de vous et aussi l'énergie que vous utilisez pour bloquer cette énergie. Et souvent, les personnes disent, après quelques séances, ce n'est pas bien sûr que tous mes problèmes sont guéris ou résolus, mais je me sens beaucoup plus vivante, je me sens beaucoup plus apte à les affronter, je me sens beaucoup plus adulte. Et par exemple, je raconte toujours que j'avais une dame qui était venue avec une fibromyalgie, donc qui était une dame d'une cinquantaine d'années, qui avait eu des tas de traumatismes de l'enfance, transgénérationnels, plus des traumatismes d'abus sexuels enfants, plus des traumatismes adultes dans son travail. Et c'est clair qu'on avait commencé des séances de somatic experiencing, et c'était une infirmière qui avait arrêté de travailler. Et après 6 mois ou 1 an de travail, elle me dit, docteur, je vais beaucoup mieux, ça va mieux, je me sens beaucoup plus vivante. D'ailleurs, j'ai recommencé à faire des cours de danse, etc., ce que je ne faisais pas avant, mais je n'ai pas repris le travail. Et je lui disais, bon, reprendre le travail, quand on est une infirmière de 50 ans qui a de la fibromyalgie, ce n'est pas que lié à votre état, c'est aussi lié au marché, aux possibilités que vous avez. Je disais, oui, oui, c'est bien, mais je n'ai toujours pas repris le travail. Et donc, on avait continué, elle allait toujours de mieux en mieux, mais elle revenait toujours avec, oui, mais je n'ai pas repris le travail. Alors, je lui ai dit un peu sous forme de boutade, dites, madame, Jésus, il a ressuscité les morts. Est-ce qu'on a demandé si ce mort avait repris le travail après? Donc, c'est juste pour vous montrer que jusqu'où on peut aller, ça dépend d'une personne à l'autre, et bien sûr, je dis souvent aux étudiants que probablement les seules personnes qui sont réellement complètement défigées, ce sont ce qu'on appelle les éveillés. Les éveillés sont des personnes qui vivent totalement le moment présent en étant complètement défigées de leur histoire passée. Mais des éveillés, il y en a peut-être quelques centaines dans le monde sur 8 milliards de personnes, donc on ne peut pas se donner ça comme objectif. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Ok, vous avez parlé plusieurs fois de la nuque. Pourquoi la nuque est un point clé de déblocage des traumas? Oui, je l'avais déjà un peu évoqué. La nuque, c'est le premier endroit que nous immobilisons quand nous sommes en danger dans le cycle. Oh, voilà, je repère mon oreillette. Donc, dans le cycle de réponse à la menace. Donc, dès que nous sommes menacés, si je fais un bruit, par exemple, clac, vous allez bloquer votre nuque et vous allez chercher d'où vient le danger. C'est le premier endroit que vous bloquez et c'est le premier que vous allez aussi débloquer parce que le problème, c'est que quand vous bloquez votre nuque, vous perdez votre capacité d'orientation. Il y avait une étude qui avait été extrêmement intéressante. On avait fait ça chez des étudiants américains. On leur avait bloqué la nuque avec une minerve artificiellement. Et très rapidement, on a dû les arrêter l'expérience parce que ces étudiants devenaient extrêmement anxieux. Si vous bloquez la nuque de quelqu'un, vous créez de l'anxiété. Et donc, ce que nous voyons aussi, c'est que quand nous défigeons les gens, le premier endroit qui se défige, c'est souvent la nuque. Donc, la personne est là en face de vous, elle écoute ce que vous racontez, mais vous voyez que sa nuque est figée. Puis tout d'un coup, vous voyez que tout d'un coup, hop, elle commence à réexplorer le monde. Mais si vous réexplorez le monde, vous ouvrez la possibilité qu'il y ait d'autres choses qui apparaissent dans le monde. Sinon, vous êtes tout le temps dans le passé et dans le danger. Ouais, ça veut dire que pour les thérapeutes, en fait, c'est un critère qui indique que le travail qu'ils font sur un trauma fonctionne. Exactement. C'est un très bon signe, en tout cas. Quand vous voyez les gens qui et ils ne sont pas du tout conscients de ce mouvement. Tout d'un coup, ils tournent la tête et ils commencent à réexplorer le monde. Et souvent, ce que vous voyez, c'est qu'ils rentrent en contact avec vous aussi. Donc, ce déblocage de la nuque permet physiologiquement de re-rentrer de manière fluide en relation
avec vous, puisque vous êtes le thérapeute à ce moment-là. Caroline vous demande, et quand il s'agit d'un trauma dû à la perte d'un jeune enfant, la peine, la douleur n'est pas liée à un danger passé, mais la perte toujours présente. Dans ce cas, comment fonctionne la somatic experiencing? Il y a deux aspects. Donc, il y a l'aspect quand on perd un enfant, qui est une tragédie de ce type-là, ça nous met physiquement en danger. D'ailleurs, les gens ont la sensation que c'est comme s'ils allaient se déchirer. Hein. C'est comme si vraiment il y avait une rupture et presque une peur d'exploser. Et donc, c'est clair que nous pouvons, en réalité, c'est lié au fait que ce chagrin s'accompagne par une contracture terrible des muscles intercostaux qui est quasiment ingérable, parce que pour tenir le coup, nous nous contractons. Et donc, par le processus de ressources, essentiellement, par exemple, par le support, bien sûr, humain, émotionnel, etc., mais aussi physique, simplement, par exemple, en mettant nos mains sur les épaules, si le client l'accepte, ça lui permet déjà de mieux gérer cette contracture qu'il vit au niveau du thorax et qui lui donne une peur de mourir quelque part. Hein. Mais une fois que c'est passé, parce qu'heureusement l'espèce humaine est faite pour passer ce type de deuil. Hein. De nouveau, je crois que l'espèce humaine n'aurait pas survécu si elle n'avait pas été capable de gérer le deuil. Au bout d'un certain temps, le deuil apparaît et là, c'est un mécanisme de tristesse qui apparaît et donc il faut gérer la tristesse. Par exemple, une des manières de gérer la tristesse, l'émotion est très difficile à gérer, mais vous pouvez, en utilisant le CBAM, transformer l'émotion en une image, par exemple. Et vous pouvez dire à la personne, tiens, si vous faisiez une image de cette émotion, ce serait quoi? Et souvent, la personne dit, c'est comme un puits sans fond, ou c'est comme un océan de tristesse. Et cette image-là, vous pouvez la titrer. Hein, en faire un petit morceau, vous pouvez dire, et quand vous mettez cette image de puits à distance, et par exemple que vous mettez un fond à ce puits, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir la personne qui va pouvoir commencer à sortir de ce figement. Alors, autre question, comment un thérapeute peut intégrer cette thérapie nouvelle dans son activité de professionnel de la santé ou d'accompagnant? Ben, il y avait 4 points auxquels j'avais pensé. Donc, le premier, c'est penser figement. Comme vous le disiez, Pierre Janet et Freud, le figement est à la base de tout, pratiquement de tous nos problèmes. Quel que soit le problème que votre client amène, posez-vous au moins la question de savoir s'il n'y a pas un figement derrière. Et un figement, c'est quoi? C'est que la personne s'autobloque elle-même parce qu'elle croit qu'un danger est présent alors qu'en réalité il est passé. Donc si vous avez déjà en arrière-fond cette hypothèse, dans le fond, le symptôme ou la difficulté que le client apporte n'est-elle pas due à un passé, à un danger qui en réalité est passé depuis longtemps? Parce que si la personne vient avec un problème actuel, il est possible que le figement soit la bonne réponse. Mais la plupart du temps, pourquoi est-ce que les gens viennent nous voir? C'est parce qu'ils ont un problème actuel qu'ils croient être dangereux alors qu'il ne l'est pas. Parce qu'il leur rappelle une situation qui, elle, avait été dangereuse. Hein, par exemple, dire à mon mari, écoute, ce n'est pas bien de crier sur les plus petits que soi, c'est plus ou moins agréable ou désagréable, mais quand on est un adulte, c'est absolument pas dangereux. Mais si quand je dis ça, ça me rappelle ce que j'ai vécu quand j'avais 4 ans, ou si j'imaginais que j'avais dit à mon père, écoute, crier sur les plus petits que soi, ce n'est pas bien, là, ça aurait été extrêmement dangereux. Et donc, c'est le fait que la physiologie n'a pas la notion du temps et qu'elle met ensemble des choses qui devraient être séparées. Et donc, souvent, j'ai un petit slogan avec les personnes que j'utilise. C'est que je leur dis, le problème que vous me posez actuellement et qui vous fige, est-ce qu'il est désagréable ou dangereux? Et au début, les gens disent souvent, il est dangereux. Mais je dis, est-ce qu'il est vraiment dangereux? Et puis quand ils y réfléchissent, ils disent, il n'est pas dangereux, il est désagréable.
Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe quand vous voyez que votre problème actuel, il est 100% désagréable, 0% dangereux? Et curieusement, et pas curieusement si on comprend la nature du traumatisme, dès que le client prend conscience de ça, sa physiologie change. Parce que la physiologie du danger, c'est le figement, mais la physiologie du désagréable, c'est l'action. Et dès qu'il prend conscience que le problème n'est pas actuellement dangereux, il commence à pouvoir trouver des solutions. Donc, penser figement, penser autoblocage, c'est extraordinaire cette notion d'autoblocage. Un exemple que je donne aux étudiants, c'est une dame qui avait vécu une situation assez dramatique. Elle se promenait dans Paris et une personne a sauté du 7e étage pour se suicider et est venue s'écraser sur la poussette de son bébé. Heureusement, la poussette a tenu le coup et le bébé n'a pas été blessé. En fait, ça a été un traumatisme très important, ce qu'on peut comprendre. Mais ce qui était extraordinaire pour notre histoire, c'est que depuis lors, cette personne se promenait en regardant tout le temps en l'air dans Paris. Elle avait beau savoir intellectuellement que la probabilité statistique qu'une deuxième personne se rejette du 7e étage était voisine de 0, et que même si faisait quelqu'un, ce serait plus la même personne et plus la même poussette, c'est plus fort qu'elle. Et donc, vous voyez que c'est cette notion d'un danger qui a été présent et qui n'est plus présent, et qui a fait que mon comportement reste inadapté. Parce que bien sûr, actuellement, à Paris, vous avez beaucoup plus de risques de tomber dans un trou, de vous faire écraser au niveau du sol qu'en l'air. Mais c'est plus fort que la personne. Le danger, il est toujours là au-dessus. Et donc, la plupart de nos problèmes viennent du fait que le danger que nous croyons actuel est en réalité un danger passé. Donc, ça, c'est la première chose à faire que je recommanderais dans toutes vos pratiques. Posez-vous au moins la question de vous dire, mais ce comportement, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en train de s'auto-bloquer parce qu'il croit qu'un danger est encore présent? Si c'est le cas, je dirais oser le triptyque orientation, titration, ressources. Qu'est-ce qui se passe si quand quelqu'un vient avec un problème, et je crois que beaucoup de gens le font déjà, vous commencez par penser orientation, titration, ressources. C'est-à-dire ramener la personne dans l'ici et maintenant et en lien avec vous. C'est très très important parce que quoi qu'il lui soit arrivé, ici et maintenant, en lien avec vous, elle est en sécurité. Même si elle a été il y a 10 ans dans un camp de concentration, ici et maintenant, elle est en sécurité. Donc quand vous prenez du temps, il y a différentes méthodes pour ça, pour orienter la personne dans l'ici et maintenant et dans la relation avec vous, c'est déjà un point très important. La deuxième chose, c'est de penser à titrer. C'est un peu contre-intuitif parce que beaucoup de psys, on leur a dit, ils sont orientés problèmes. Les gens racontent leurs problèmes, racontez-moi vos problèmes, et on essaye de faire face à tous les problèmes en même temps. Non, pensez directement de vous dire quelle est la plus petite partie du problème sur lequel j'ai une chance de pouvoir agir. Un de mes formateurs, Larry Heller, disait les grands thérapeutes, c'est ceux qui savent titrer, c'est-à-dire prendre un petit morceau de la situation pour avoir une résolution. Et ça allait, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de thérapeutes américains de la génération de Peter Levine, et ils m'ont tous dit ce que Peter Levine nous a apporté, surtout à l'époque des années 60, 70 et 80, où tout le monde était dans le rebirth, le cri primal, la bioénergie, on faisait des activités extrêmement fortes et intenses, c'était la titration. Prenez un petit morceau. Prenez un petit morceau, titré. Donc, pensez orientation, pensez titration et pensez ressources. Nous sommes orientés problème et pas orientés ressources. Et un slogan, Somatic Experiencing, c'est vraiment ayez la passion de la ressource, ayez pas la passion des problèmes. Et de nouveau, c'est contre-intuitif, un peu, on se dit, tiens, les gens viennent pour nous parler de leurs problèmes. Et on se dit, on va leur parler de leurs problèmes. Mais parler de leurs problèmes ne les résout pas. Ce qui va vous aider à les résoudre, c'est voir quelles sont les ressources qu'elles ont. Et ça doit devenir vraiment un espèce de mécanisme intérieur. Je donne toujours aux étudiants l'exemple d'une personne qui est venue me voir en me disant « Je n'obtiens jamais ce que je vous demande ».
Ah, mon problème, c'est que je n'obtiens jamais ce que je demande. Ben, elle peut me parler pendant 10 000 ans de toutes les fois où elle a demandé et elle n'a pas obtenu. Et je vais gagner ma vie avec ça, mais ça ne va pas avancer, le schmilblick. Et ma question, c'est, mais est-ce qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez obtenu ce que vous vouliez? Et la personne qui est orientée problème me dit non, 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 j'en suis sûr. Et moi, je suis sûr du contraire. Personne ne peut survivre s'il n'obtient jamais ce qu'il demande. Et donc, j'insiste un peu parce que je suis un peu persévérant. Et elle me dit, mais c'est vrai, dans le fond, elle est un peu fâchée, un peu pour se moquer de moi. Elle me dit, c'est vrai que quand je demande le sel à mon mari à table, il me le donne. Waouh, magnifique, je dis, vous voyez que vous obtenez parfois ce que vous voulez. Et directement, sa physiologie change. Et quand j'ancre cette découverte dans sa physiologie, elle me dit, oui, mais c'est vrai, dans le fond, il y a 2 ans, j'ai demandé à mon mari de partir en vacances aux Baléares et il a été d'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand vous voyez ça? Et donc, en partant de la ressource, vous changez l'état du système nerveux qui lui permet absolument, à ce moment-là, de voir que bien sûr, quand elle demande des choses, parfois elle l'obtient, parfois elle ne l'obtient pas, et que le problème qu'elle a, c'est qu'une fois elle a demandé quelque chose et elle a eu un danger qui a été associé à un danger vital, et elle s'est figée dans la croyance, je n'obtiens jamais ce que je veux. Et donc, vous voyez, si je reste dans son figement, à lui faire parler de toutes les fois où elle a demandé et où elle n'a pas obtenu, j'entretiens son figement. Si je vais chercher la titration et la ressource et l'orientation, je lui permets de sortir de son figement. Donc, je dirais en 1, pensée figement, oser le triptyque orientation, titration, ressource. Et enfin, je dirais, faites plus confiance au client et à sa capacité d'autorégulation qu'à votre technique, si brillante soit-elle. C'est le client qui va résoudre le problème. Bien sûr, vous l'aidez, mais c'est lui. Donc, ne surinvestissez pas votre technique ou tout ce que vous croyez savoir, et soyez plutôt dans observer ce qui se passe que de vouloir agir sur le client. Je vois les jeunes thérapeutes en SE, ils sont là sur le client, ils essayent de dire qu'est-ce que je dois faire pour qu'il sorte du figement. Je leur dis non, mettez-vous en arrière, regardez, et quand vous regardez tranquillement, les signes de défigement vont apparaître. Et là, vous les attrapez et vous les soutenez. Merci pour cette réponse. Céline demande comment s'appelle l'auteur de ce livre-là. Donc, Oui, c'est Laurence Heller, c'est un homme, oui. et son surnom, c'est Larry. Oui, c'est Donc, ça. Parce que voilà. Laurence, en anglais, c'est masculin comme Laurence d'Arabie, Tout à mais fait. en français, c'est féminin. Donc, c'est pour ça qu'il se fait appeler Larry. Et il a coécrit avec Madame Dominique Lapierre. Et ça s'appelle Aline, Guérir les traumas du développement. Aline Lapierre. Aline Lapierre, oui, oui, Aline Lapierre. Alors, on a Salim qui demande: partagez-vous l'idée que l'accumulation de petits stress au quotidien, par exemple grève des transports en commun, a autant d'impact psychologique qu'un événement de vie majeur, par exemple décès d'un proche? Est-ce que l'accumulation de petits problèmes, petits stress quotidiens a autant d'impact? Si vous pensez à la notion de désagréable et de dangereux, l'accumulation de petits stress, tant qu'il reste au niveau du désagréable, n'amène pas de figement. Mais c'est à partir du moment où l'accumulation crée la notion qu'il y aurait un danger que vous basculez dans le figement. Et donc, ce sont quand même deux choses un peu différentes. Et il demande également: la capacité à réparer un trauma est-elle fonction des possibilités de plasticité neuronale qui elles-mêmes diminuent avec l'accumulation des stress vécus par une personne? La somatic experiencing ou Larry Heller dans son modèle sur le trauma du développement et les thérapies humanistes en général sont assez optimistes et elles disent nous n'avons jamais perdu notre désir de connexion et notre capacité de sortir du figement. Et c'est vrai que nous voyons des personnes qui viennent par exemple pour des abus sexuels qu'elles ont vécu enfant et elles ont 70 ou 80 ans et elles sortent du figement. Et donc,
je pense que la plasticité est très importante. Et Alors, vous avez déjà répondu par rapport au fait qu'on pouvait travailler sur des traumas dont on n'a pas conscience. Marielle va plus loin et demande, dans le cas d'amnésie traumatique, est-ce que la SE est également utilisable? oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, puisque nous utilisons, on dit, ce n'est pas l'événement qui importe, donc ce n'est pas la reconstruction de l'événement, c'est la trace que ça a laissé. Et la trace, elle est là, ici et maintenant. Et donc, c'est vraiment une thérapie de l'ici et maintenant. Et ça, c'est un des problèmes du traumatisme, parce que bien sûr, le traumatisme est lié à un événement du passé. Donc les gens viennent vous dire, ben, je viens vous voir parce qu'il m'est arrivé ceci. Et ce qui est important de comprendre, c'est que bien sûr, ils sont dans cet état-là parce qu'il leur est arrivé ça dans le passé, mais ce qui m'intéresse, c'est l'état dans lequel ils se trouvent maintenant, qui est bien sûr en partie lié à ce qui s'est passé, mais lié à 1 million d'autres choses aussi. Et que la seule chose que nous pouvons changer, c'est l'état dans lequel il est maintenant. Et beaucoup de thérapies qui croient être dans l'ici et maintenant ne sont pas du tout dans l'ici et maintenant. Et être dans l'ici et maintenant, ce n'est pas si facile. Pourquoi? Parce qu'aussi l'ici et maintenant, quand je me remémore l'événement, est quasi insupportable à vivre. Et c'est pour ça qu'il est si important de titrer, de ressourcer, d'orienter, parce que pour que la personne puisse vraiment vivre dans l'ici et maintenant, la remémoration de ce qu'elle a vécu, il faut absolument titrer, ressourcer et orienter. Sinon, c'est ingérable et le client tout de suite redissocie. Ok. Claire demande si la formation à la SE est accessible si on n'est pas professionnel de santé ou coach ou praticien en relation d'aide, et si oui, peut-on tout de même être un bon praticien par la suite, ou manque-t-il des connaissances pour pratiquer correctement la somatic experiencing? Je vais aller un peu plus loin parce qu'il y a d'autres questions aussi qui sont en rapport avec la formation donc, que vous allez faire sur l'introduction à la somatic experiencing. Je rappelle que c'est les lundi 27, mardi 28 juin et mercredi 29 juin prochain à Paris, dans le parc Floral, qui est un cadre vraiment magnifique. Et d'autres personnes demandent avec quoi je repars en fait de ces 3 jours. Même si c'est une introduction, qu'est-ce que les gens vont être capables de faire? Donc, je vous en fais il y a plusieurs questions dans la même. Hein. C'est pour qui? Donc la Quel première, niveau c'était la d'entrée? question du public, en gros. C'est ça. Est-ce Qui qu'il y a des peut se prérequis? former à la somatic experiencing? Donc la formation, elle s'adresse à des personnes qui souhaitent être des accompagnants de personnes traumatisées. Donc c'est très important de comprendre que la formation n'est pas un groupe de thérapie. Il existe des groupes de thérapie du trauma, mais donc les personnes qui viennent faire la formation, bien sûr qu'elles vont en bénéficier au niveau de leur propre traumatisme, mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est de les former pour qu'elles puissent accompagner des personnes. Mais sinon, on a un public extrêmement diversifié. On a eu, par exemple, des personnes qui sont dans des associations de soutien de deuil, par exemple, où on a des professeurs de yoga, on a des gens qui font du massage, des gens qui font, bien sûr, des psychologues, des psychiatres. Donc, c'est ouvert à toute personne qui souhaite accompagner des personnes traumatisées. Maintenant, c'est important que chacun reste dans son domaine de compétence. Si vous êtes un professeur de yoga, ben, vous allez aider les personnes qui viennent vous voir. Vous n'allez peut-être pas prendre en thérapie des personnes qui ont des grands traumas de développement et qui veulent faire une thérapie parce que ça demande des connaissances complémentaires que la somatic experiencing, puis vous n'avez peut-être pas les outils. Mais dans votre domaine, vous pouvez toujours aider les personnes qui sont traumatisées dans votre domaine de compétences. C'est clair, par exemple, qu'un ostéopathe ne va pas traiter le même type de traumatisme qu'un psychanalyste jungien, ou qu'un gestalt thérapeute, ou qu'un psychologue, Et donc, ce que vous allez apprendre, vous pourrez l'utiliser et
il est utile que vous restiez dans votre champ de compétences. Mais c'est donc ouvert à tout le monde qui a cet objectif d'aider des personnes traumatisées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Souvent, ce que j'ai vu, c'est que même les professionnels de santé se sentent assez démunis face au traumatisme. Et je voyais que, par exemple, mes conducteurs de tram bruxellois, quand ils allaient voir un psychologue, parce que malheureusement, une personne avait été écrasée par un tram qu'ils conduisaient, ils étaient très démunis, ils ne savaient pas du tout quoi faire avec ça. Et donc, je crois que l'introduction vous permet déjà de ne plus vous sentir si démuni, de vous dire mais par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc vous avez un fil conducteur qui est la notion de défigement qui vous permet d'aborder ce type de problème. La deuxième chose que vous pourrez faire après l'introduction, c'est de ne pas nuire. En médecine, on dit souvent que le premier objectif, c'est de ne pas nuire. Or, il faut reconnaître que beaucoup de méthodes du traumatisme qui n'avaient pas compris cette notion de titration de ressources aggravaient la situation des personnes et amenaient à... J'ai été amené, avant de développer d'enseigner la somatic experiencing, de voir beaucoup de victimes de traumatisme dans le cadre de mon activité d'expert psychiatre pour les tribunaux et pour les compagnies d'assurance. Et donc, j'étais amené à voir des personnes traumatisées que je ne soignais pas, mais que je voyais parfois sur des longues périodes de temps. Et j'étais étonné de voir que beaucoup de gens me disaient, moi, les psys, je ne veux plus les voir. Je sors plus mal de leur cabinet que je ne suis entré. Et c'est logique, quand vous y réfléchissez. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne le traumatisme et que vous demandez aux gens de revivre ce qu'ils ont vécu, vous aggravez leur situation. Et donc ça, c'est important de le savoir et surtout de le vivre dans cette introduction. Dans l'introduction, parce qu'ici je vous ai passé en revue très brièvement ces méthodes qui permettent d'orienter, titrer, ressourcer. Bien sûr, ça reste à un niveau un peu intellectuel et théorique, et pendant ces 3 jours, vous allez vraiment pouvoir l'expérimenter à tous les niveaux du CIBAM, au niveau des sensations, du mouvement, etc. Et ça vous permet de comprendre que vous ne pouvez pas traiter les personnes traumatisées si vous n'avez pas abordé vous-même vos propres traumatismes. Ça ne veut pas dire qu'en 3 jours, loin de là, vous allez résoudre vos traumatismes, mais vous allez au moins comprendre que si vous voulez réellement soutenir des personnes traumatisées, vous devez l'avoir, bien sûr, pas vécu les traumatismes que la personne a vécu, mais vécu de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que le figement? Comment est-ce qu'on sort du figement? C'est quoi la sortie d'un figement? Pour vous, ça peut rester encore intellectuel. Quand vous l'avez vécu une fois ou deux, ce ne sera plus du tout la même chose. Et donc, vous pouvez le reconnaître à ce moment-là chez le client et soutenir et l'aider et guider sa sortie du figement. Merci. On a plusieurs questions qui concernent d'autres méthodes thérapeutiques, et notamment l'EMDR. Certaines personnes, c'est Francine, ça m'a fait sourire, c'est le prénom de la créatrice de l'EMDR, qui demandait quelle était... Enfin, globalement, les questions, c'est ça ressemble à de l'EMDR, quelles sont les différences, est-ce qu'il y a des liens, etc. Des personnes qui ont pratiqué l'EMDR et qui demandent est-ce qu'effectivement, il y a une correspondance ou un lien. Il n'y a pas de correspondance et de lien. Donc, ce sont des méthodes qui ont été développées totalement séparément. Il n'y a aucun lien entre ces méthodes. Les principes sont radicalement différents. C'est une méthode d'exposition, bien sûr, les MDR est aussi, mais toutes les méthodes de guérison du traumatisme sont des méthodes d'exposition. Mais l'objectif de résolution est radicalement différent de ce que j'en sais, parce que je ne suis pas praticien de l'EMDR, entre la somatic experiencing et les MDR, même si bien sûr, quand le principe de base est le même du défigement. Est-ce que les MDR amènent un défigement? Je n'en sais rien. Comment est-ce qu'il amène un défigement? C'est de manière totalement différente.
Il y a un point qui est quand même important qui m'avait frappé, c'est qu'au début, dans les MDR, ils mettaient la personne dans le pire moment de l'événement. Et nous avons été amenés quand même, en tant que praticiens SE, à voir des personnes chez qui les MDR n'avaient pas donné les résultats escomptés. Et bien sûr que si vous mettez la personne au pire moment de l'événement, que vous pratiquez une technique sur elle et que ça ne donne pas le résultat escompté, vous avez nettement aggravé la situation. Et ça, je crois que les idées de Peter Levine ont infiltré les MDR dans le sens où maintenant, ils ne commencent plus par l'image la plus terrible, mais ils commencent par l'environnement. Ils ajoutent aussi des ressources, etc. Donc, je pense qu'il y a toujours des points communs dans tout, mais il y a des très grandes différences aussi. Est-ce que la prise, Anna nous demande, est-ce que la prise d'anxiolytiques participe au maintien du figement? Non. Si c'est à des doses thérapeutiques, le problème, évidemment, c'est l'abus des anxiolytiques. Et il y a des personnes qui ont besoin d'anxiolytiques, et la plupart de nos clients, il faut reconnaître, soit ils nous le disent, soit ils ne nous le disent pas, mais ils sont sous anxiolytiques. Ça ne participe pas du figement si c'est à dose thérapeutique. Maintenant, si vous prenez 4, 5 ou 6 fois la dose, bien sûr, ce n'est pas que vous créez du figement, mais vous créez un état d'indifférence par rapport à ce qui vous arrive, qui ne vous permet pas de sortir du figement. En réalité, les anxiolytiques agissent sur de tout autres récepteurs que les mécanismes du figement. Je vous ai dit, le figement est lié à la balance du fonctionnement parasympathique, orthosympathique, qui tourne sur les récepteurs adrénaline, acétylcholine. Les benzodiazépines agissent sur un tout autre récepteur. Il y a beaucoup de questions aussi sur est-ce que la somatic experiencing peut être utile alors, dans les deuils, etc. Là, vous avez déjà répondu à Céline, mais il y en a une autre personne qui nous dit « J'ai commencé jeune à perdre connaissance dès que j'étais sur une scène ou que j'avais une présentation. Je connais pas trop la source du figement. Est-ce que la somatic experiencing pourrait être utile et comment ?» Oui, la syncope, en réalité, ce que, je ne sais plus son prénom, a fait, c'est ce qu'on appelle une syncope vagale. Hein. Oui. Donc, c'est-à-dire que dès que le stress devient important, elle se fige, et le maximum du figement, c'est la syncope vagale. Le nerf vague, c'est le nerf qui transporte le système parasympathique. Donc, quand nous sommes au maximum du figement, il se déclenche la réponse du système parasympathique qui nous fait tomber dans les pommes. Et donc, c'est justement comprendre qu'est-ce qui fait que, alors que monter sur une scène est 100% désagréable ou agréable et 0% dangereux, c'est vécu par la personne comme un danger imminent, alors que probablement ça a été un danger dans le passé et qu'elle déclenche le mécanisme de syncope vagale. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr que les thérapies de type somatic experiencing qui traitent le stress sont extrêmement indiquées. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions. Si j'en ai oublié, vous pouvez les remettre dans le fil des questions pour que je puisse les voir en dernier. J'essaye de ne pas vous poser celles auxquelles vous avez partiellement, voire totalement répondu. Il y a des questions, beaucoup de questions avec l'EFT, mais je ne sais pas si... par exemple, pour l'orientation, est-ce qu'on peut utiliser l'EFT par exemple? Ça, je ne connais pas l'EFT, donc je vous laisse répondre. Voilà. Donc, je suis ferai des sûr réponses. que oui. En réalité, oui, mais je ferai des réponses à la limite lors des téléclasses. Je ne vais pas mélanger les deux sujets ce soir. En moyenne, combien de séances en SE sont nécessaires? Difficile à... Oui, comme je disais, pour un traumatisme ponctuel, donc vous avez un accident de voiture, une opération chirurgicale, une noyade, un accident de ski, une chute, etc. On dit qu'il faut 5 à 6 séances. Si votre objectif, c'est de traiter ce traumatisme ponctuel, alors, si vous voulez traiter des traumatismes plus importants ou plus répétés ou multiples, là, il faut, comme toute thérapie, souvent quelques mois
pour amener à un changement. Où À peut-on raison d'une trouver... fois, généralement, on fait une séance tous les 15 jours à peu près. Et ce sont des séances d'1 heure à peu près tous les 15 jours. D'accord. Où peut-on trouver une liste de thérapeutes en somatic experiencing? Oui, donc il y a une association des thérapeutes en somatic experiencing qui s'appelle l'APFSE. Donc APFSE. Donc si vous googlez APFSE, Association des praticiens francophones en somatic experiencing, vous tombez sur un site sur lequel il y a les différents praticiens qui en tout cas se sont inscrits sur ce site. Je crois qu'il doit y avoir entre 60 et 100 praticiens en France et en Belgique francophone. Si vous êtes près de la Suisse, il y a énormément de praticiens en Suisse francophone. D'accord. Nathalie vous demande, vous avez évoqué des points de contact physique du thérapeute sur le client, les épaules par exemple. Pourriez-vous expliquer dans quel contexte cela se rapproche-t-il de techniques énergétiques? Non, le toucher est utilisé comme ressource, n'est pas utilisé comme moyen de mettre en route quelque chose, mais juste de donner du containment. En anglais, on dit du soutien, ce qui est une forme de ressource et d'orientation en même temps. Et donc, nous ne touchons pas les personnes dans le but de déclencher quelque chose. Nous les touchons pour soutenir le processus de défigement. Est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple la bipolarité, à la pratique de la somatic experiencing? La pratique de la somatic experiencing est liée au traumatisme, donc c'est une thérapie du traumatisme. Donc ce n'est pas une thérapie de la schizophrénie, de la psychose, de la maniaco-dépression, de la dépression mélancolique, des troubles obsessionnels compulsifs, etc. Donc c'est important de se rappeler l'indication. Et les contre-indications sont essentiellement la psychose. Parce que en somatic experiencing, nous travaillons beaucoup, puisque vous avez vu que c'est une technique où on fait revenir la situation. Donc on travaille beaucoup sur le monde imaginaire, donc sur le monde de représentation. Donc on fait revenir la situation sous forme imaginaire. Mais pour ça, il faut être sûr que le client est capable de différencier l'imaginaire de la réalité. Parce que s'il n'a pas une distinction claire entre les deux, c'est problématique. Par exemple, je me rappelle d'une dame avec qui j'avais travaillé, elle était fort énervée quand elle arrive, et je lui dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes si énervée? Elle me dit, oh ben je suis très fâchée parce que quand je suis venu, mon mari a mis la radio trop fort dans la voiture. Mais comme il est tellement gentil de me conduire, ben c'est un trauma du développement, je n'ai pas pu lui dire que j'aimerais bien qu'il diminue la radio. Et je lui dis, ok, et si tout était possible, quand vous faites revenir cette situation, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Et elle dit, je lui défonce la tête à coups de marteau. Et je dis, magnifique, ça c'est une belle réponse de combat. Qu'est-ce qui se passe quand vous imaginez défoncer la tête de votre mari à coups de marteau? Oh ben ça va beaucoup mieux, elle se détend, elle se tranquillise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit, et quand je reviendrai, je lui demanderai de diminuer la radio. Parce qu'en réalité, ce qui crée une rage telle, c'est pas que son mari mette la radio trop fort, c'est que ça fait 25 ans que son mari ne l'écoute pas et déjà que son père ne l'écoutait pas avant. Et donc, elle a accumulé toute cette rage. Et que quand on permet la décharge de cette colère dans le monde imaginaire par une réponse sensorimotrice, on revient à la réalité. Mais je ne peux pas faire ça avec un psychotique. Parce qu'un psychotique qui me dit je lui défonce la tête à coups de marteau, si je ne suis pas sûr qu'il sait bien faire la différence entre l'imaginer et le fait, je ne vais jamais l'utiliser cette méthode. Donc, ceci juste pour vous montrer que c'est important que la personne fasse clairement une distinction entre l'imaginaire et la réalité. Alors, il y a des questions spécifiques centrées sur la formation que vous animez au mois de juin. Déjà, savoir qui l'anime. Eh bien, c'est vous. Oui. C'est le professeur Skitokat.
Est-ce qu'on peut utiliser le CPF? Non, parce que les formations qui peuvent être financées par le CPF doivent être inscrites au RS, au registre spécifique, et ce qui n'est pas le cas de cette formation, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Et quel est le tarif? Vous avez une offre, il suffit de cliquer dessus et vous avez vraiment tous les détails, le planning, donc je vais pas passer trop de temps à vous répondre. Cliquez simplement sur le bouton qui accompagne, que vous trouvez en haut à droite de la vidéo dans l'onglet Offres. Voilà. Oui, elle est bien en cours, donc vous devriez pouvoir la voir. On arrive à la fin de notre, j'ai joué les prolongations parce qu'on a eu une interruption d'une dizaine de minutes quand même. Est-ce qu'une formation somatique et experiencing est reconnue au niveau européen? Oui, donc il y a une association européenne des praticiens en somatic experiencing et puis il y a une association internationale des praticiens en somatic experiencing. Et donc les formations sont à tout. C'est une formation d'origine américaine, mais donc il y a une société américaine, une société sud-américaine, une société européenne. Et vous pouvez aller, par exemple, sur le site de l'Association européenne de somatic experiencing. D'accord, et une autre personne demande si la formation peut être remboursée par la FIFPL. Alors, par les OPCO, hein, les organismes qui collectent de l'argent, oui, la formation est peut être remboursée, sachant que l'IFPEC est certifié Calliope. Donc, toutes les formations qui sont dispensées par l'IFPEC peuvent être prises en charge par les différents organismes, Pôle emploi, AGFIS, FIFPL, etc., etc. Une formation sera-t-elle organisée sur la Belgique ou à une autre date ultérieure? Donc pour la Belgique. Oui, donc si les personnes sont intéressées par d'autres introductions ou par la formation en général, ils peuvent regarder sur le site de cefort.fr et donc là ils ont toutes les informations, donc cefort.fr. Alors, on a un témoignage d'Elodie qui dit: j'ai testé la somatic experiencing, ça m'a énormément de fois aidé. Je cherchais depuis un petit temps quelque chose comme ça en complément à ma psy pour travailler le corps justement. Merci à vous d'exister. J'hésite un jour à me former, on verra ce que l'avenir me réserve. Eh ben merci Elodie de votre témoignage. Je pense qu'il y a encore quelques questions, mais on a vraiment répondu à 95% de toutes les questions. Je vous remercie vraiment beaucoup du temps Merci que à vous vous. nous avez accordé. Encore désolé pour le bug technique qui finalement, voilà, on a bien géré notre stress également et on a réussi à trouver la solution. C'était encore un plaisir renouvelé et je vous dis merci et je vous laisse le mot de la fin. Ah ben merci simplement et j'espère que j'ai pu intéresser un certain nombre d'entre vous et que ça va ouvrir votre curiosité. Merci à toutes et à tous.